présentation de 40 minutes. Merci beaucoup. Merci Charles, merci Rim de l'invitation. Oui, en effet, j'essaie de me décrire comme chercheur en sciences sociales, même si ma formation initiale, elle est surtout en sociologie, et que les historiens, ils ne me considéreraient pas trop comme historien, les anthropologues ne me considéreraient pas trop comme anthropologue. Mais moi, j'aime bien les lire, et je ne fais pas trop de distinction entre mes lectures sur ce point-là. Alors, cette recherche sur les verriers je vais vous en parler en deux temps. D'abord en racontant un petit peu l'histoire de mon enquête et l'histoire donc de ce qui est arrivé aux verriers que je raconte dans le livre. Et dans un deuxième temps, en essayant de vous situer ça dans le paysage plus théorique, la littérature scientifique par rapport à laquelle je me situe, les énigmes, les mystères, les paradoxes que je crois que cette affaire peut contribuer à élucider ou à creuser. Alors, donc je vais voir. Donc déjà, Givors, où est Givors? Donc à ne pas confondre avec Gisors en Normandie. Givors, si vous connaissez la région lyonnaise, c'est au sud de Lyon. Donc au sud de Lyon, vous avez ce qu'on appelle la vallée de la chimie, qui est le nouveau nom remarqueté du couloir de la chimie, parce que vallée ça fait plus sympa, mais avec plein d'usines Céveso les unes après les autres. Et à Givors, vous avez le Gier qui se jette dans le Rhône, le Gier qui est une rivière qui vient depuis Saint-Étienne et qui est un couloir industriel très ancien, où depuis longtemps il y a des industries donc, sur le bord de cette rivière. Pourquoi est-ce qu'il y avait une verrerie à Givors? Parce que en 1749, on a créé une verrerie là, la première verrerie qu'on pourrait appeler industrielle en France. Alors, ça dépend bien sûr de ce qu'on appelle une verrerie industrielle, mais une verrerie en fait qui est une verrerie qui se base sur des fours qui utilisent du charbon de terre et non pas du charbon de bois. Parce que avant les verreries, c'était plutôt dans les zones boisées. C'était des petits établissements avec des fours pas très grands. Voilà. Mais le roi Louis XV avait décidé, donc c'est intéressant pour l'histoire environnementale, avait décidé d'arrêter l'utilisation du bois pour les usines, pour les établissements qui utilisaient des fours, parce qu'on était en train d'avoir de moins en moins de bois en France et il y avait un risque de pénurie, notamment pour construire les navires de la marine. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, il fallait utiliser du charbon de terre. Et là, on avait des mines de charbon pas loin, des gisements de charbon pas loin. On avait le Rhône qui permettait de faire le transport. Dans le Var, le transport, c'est toujours un grand enjeu parce qu'on est en train de transporter quelque chose qui prend de la place, qui n'est pas très lourd, qui est très vide et qui est très fragile. Donc, il faut pouvoir le transporter facilement. Et on avait du sable aussi, des bancs de sable qui sont la matière première en fait du verre, puisque le verre, la matière première principale, c'est du sable de silice, du sable très pur. Alors aujourd'hui en France par exemple, on va en chercher dans la forêt de Fontainebleau, où il y a des gisements, il y a d'autres endroits, et qu'on chauffe à 1500 degrés dans un four pour faire du verre. Cette verrerie de Givors, je m'en suis rapproché en 2013 alors qu'elle était fermée depuis déjà 10 ans. Et en fait, il se trouve que j'étais à ce moment-là en postdoc. J'avais pas encore eu la chance d'avoir un poste au CNRS. Je cherchais un autre postdoc, comme on fait à la fin d'un postdoc. Mon directeur de thèse, Paul-André Rosenthal, qui est historien spécialiste des questions de santé au travail, me dit « Ah, on a un collègue à Lyon qui a été contacté par une association d'anciens verriers à Givors. Et ces verriers, ils cherchent quelqu'un, des scientifiques, qui seraient prêts à travailler avec eux. Parce qu'ils sont dans un combat pour faire reconnaître l'origine professionnelle de leur maladie. Et ils ont beaucoup de mal à le faire reconnaître devant la justice, devant l'assurance maladie. Parce qu'on leur dit, il n'y a aucune preuve que c'est votre travail qui a causé vos problèmes de santé. Et c'est à ce moment-là que moi, je leur ai proposé en fait une enquête sociologique et historique basée sur des entretiens rétrospectifs
sur l'analyse des archives qui auraient été collectées par eux ou que je pourrais collecter moi-même. Alors je ne vous cache pas qu'à l'automne 2013, c'est la première fois que je suis allé à l'Assemblée Générale des Verriers de Givors pour présenter donc ce projet. Ils étaient un peu circonspects, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était des médecins, des épidémiologistes, des toxicologues. Et au moins, ils se sont dit que ça pourrait pas faire de mal, je crois, ce que je leur proposais. Et donc, ils ont accepté en se disant, au pire, ça ne sert à rien. Mais juste pendant cette séance, j'ai été présenté par Laurent Gonon, dont je vous reparlerai après, un imprimeur local qui est vraiment celui qui fait la jonction entre les différents milieux, notamment le milieu intellectuel, universitaire et les milieux militants, le milieu ouvrier. J'ai été présenté par lui comme docteur en sociologie. Et à la fin de la séance de cette assemblée générale de l'association des anciens verriers, il y a beaucoup d'anciens verriers ou de proches d'anciens verriers qui sont venus me voir pour dire docteur, j'ai mal ici, est-ce que vous pensez que ça peut être voilà, lié à la verrerie, etc. Et moi je dis mais moi je ne suis pas docteur en médecine, je suis désolé, je ne peux pas vous dire. Voilà, moi je peux juste vous aider à essayer de retracer cette histoire. Alors je reviendrai là-dessus peut-être dans la discussion, mais le contrat c'était... Moi, j'essaye de faire quelque chose de rigoureux, qui soit une histoire des conditions de travail dans la verrerie, qui permettrait de dire, en 1975, tels étaient les produits auxquels ils étaient exposés, telles étaient les conditions de travail, tel était le mode d'organisation du travail, etc., par exemple. Et une histoire aussi les institutions de prévention, parce que, comme disait Charles, je venais de terminer une thèse sur la médecine du travail, et ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'avaient fait les institutions comme la médecine du travail, l'inspection du travail, le CHSCT, qui existait encore à l'époque, avant que Emmanuel Macron décide que c'était peut-être un petit peu en trop et qu'il fallait le fusionner avec le comité d'entreprise. Et donc, qu'avaient fait ces institutions, que n'avaient pas fait ces institutions? Voilà, c'était un peu les questions que je voulais poser. Et l'idée, c'était que cette histoire, après, ils pourraient en faire ce qu'ils voudraient. Quand on sait bien que les procédures en justice, c'est des procédures qui sont en grande partie basées sur des récits. C'est des combats de récits. Et sauf qu'il y a certaines personnes qui ont les moyens de faire des récits, qui ont plein d'armées de gens qui écrivent leur histoire tout le temps. Voilà, une entreprise par exemple va faire l'histoire de l'entreprise, une monographie d'entreprise à sa gloire, avec quelqu'un qui a été payé pour ça, etc. Mais en général, les ouvriers, par exemple, eux, il n'y a pas quelqu'un pour raconter leur histoire. Voilà. Et donc au moins, ça rétablit peut-être une sorte d'égalité d'armes, même si ça ne préjuge pas du fait qu'ils vont gagner ou pas à la suite. Alors, là vous voyez, juste sur cette slide-là, ça c'est la banderole principale de l'association des anciens verriers, qui sortent dans la plupart de leurs manifestations, et qui l'amènent aussi au tribunal. Donc... alors, ils ont montré le verrier à l'ancienne en train de souffler dans sa canne, alors qu'en fait, on ne fait plus ça depuis le début du XXe siècle. Mais par contre, arsenic, hydrocarbures, plomb, chrome, tout ça, ce sont des choses auxquelles les verriers peuvent être exposés. Alors, le plomb, à Givors, un peu moins, parce que le plomb, c'est ce qui rentre dans la composition du cristal. Mais après, il y a immensément d'autres produits qui ne sont pas mentionnés ici, auxquels ils ont été exposés aussi. Je n'aurai pas le temps de tout vous raconter, mais on pourra y revenir après. Alors... l'histoire des conditions de travail dans la verrerie montre que c'est un secteur très dangereux depuis longtemps. Donc cette histoire, moi je ne la connaissais pas, donc avant de rencontrer les anciens verriers, j'ai commencé à regarder dans les bibliothèques qu'est-ce qu'il y avait comme littérature. Et vous avez notamment le livre tiré de la thèse de John Scott, donc John Scott, la célèbre historienne qui a réhabilité la catégorie de genre dans l'histoire, dans l'étude historique. Et ben, sa thèse, c'est une thèse d'histoire sociale sur les verriers de Carmaux, qui a été traduite aux éditions de l'Atelier dans les années 80 en français. John Scott, donc j'en ai parlé, je l'avais rencontrée, et elle m'avait parlé des circonstances dans lesquelles elle avait fait cette thèse. En gros, elle était proche de gens comme Charles et Louise Tilly. Elle avait fait des études sur l'histoire de la France, de la société française. Elle est partie en France à Carmaux parce qu'il y avait Roland Trempé qui était là-bas en train de travailler sur les mineurs de Carmaux et que son prof, le prof de John Scott aux États-Unis lui avait dit bah, tu n'as qu'à parler avec Roland Trempé, peut-être qu'elle pourra t'aider pour trouver un sujet de thèse.
Et Roland Trempé lui a dit, bon, les mineurs, c'est moi, mais si tu veux, il y a les verriers. Voilà. Et l'épisode qu'elle étudie, c'est la fin du 19e siècle, la verrie Carmaux. Et c'est un épisode très connu dans l'histoire ouvrière et politique, puisque c'est l'épisode où Jean Jaurès va devenir un peu connu, va devenir une figure de premier plan. C'est un épisode où la mécanisation partielle des machines qui commencent dans la verrie fait que le patron de la verrie de Carmaux va pouvoir enfin licencier tous les ouvriers syndiqués. Il ne pouvait pas le faire jusque-là parce qu'il avait besoin d'eux, parce qu'ils avaient un savoir-faire. Mais là, en fait, on peut se passer de ce savoir-faire grâce à une mécanisation partielle. Et donc, il en profite pour tous les licencier. Eux, ils vont faire une grève pour essayer de s'opposer à ça. Mais ça ne va pas marcher. Et finalement, Jean Jaurès va les mener, comme on dit dans la mythologie, à Albi, pour qu'ils créent leur propre verrie, qui va être une verrie ouvrière, qui s'appelle la verrie ouvrière d'Albi, qui s'appelle toujours la verrie ouvrière d'Albi, même si elle n'est pas du tout différente des autres verries capitalistes. On va dire aujourd'hui, elle est intégrée, je ne sais plus à quel groupe elle appartient, mais il y a ça change tout le temps de propriétaire. Et c'est une verrie exactement comme toutes les autres. Alors, John Scott, dans son œuvre, montre, elle fait des choses vraiment d'histoire matérielle, d'histoire sociale très matérielle, proche des données, etc. Elle va calculer par exemple des espérances de vie. Elle va montrer que la tranche d'âge où les hommes de la verrie meurent le plus, c'est entre 40 et 45 ans. Il y a d'autres travaux historiques sur cette époque. Il y a Caroline Morisseau sur les cristalleries de Baccarat, un livre qui s'appelle Naissance de l'hygiénisme industriel paru aux éditions de l'EHESS. Et on voit donc ces conditions de travail qui sont vraiment terribles pour qu'on meure entre 40 et 45 ans, on peut imaginer. Mais quels sont les risques principaux? C'est la chaleur, le feu. Enfin, vous avez des fours donc à 1500 degrés, vous êtes très très proche de ça, donc ça irradie tout le temps. Ça fait que les gens deviennent aveugles. La chaleur leur donne des problèmes de déshydratation, des problèmes de reins, des problèmes cardiaques, etc. Mais après, vous avez des problèmes pulmonaires très très graves parce que la silice, le sable qui est utilisé, vous le respirez toute la journée parce que bien sûr il y a de la ventilation pour essayer de dissiper un peu la chaleur. Et donc il y a du sable qui vole tout le temps et les gens ils inspirent la silice. Et donc la silicose, ce qu'on appelle la silicose, qui est la maladie classique des mineurs aussi, c'est une maladie où en gros c'est du sable qui rentre dans les poumons, les poumons qui réagissent à ce corps étranger, qui cicatrisent. Et petit à petit, ça se referme et en gros, on meurt d'étouffement. Vous avez des enfants très jeunes qui sont employés dans les verreries. Vous avez la canne donc, dans laquelle on souffle jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à ce que cette opération soit mécanisée, qui entraîne un grand effort pulmonaire et qui est lié dans l'imaginaire médical à l'époque à la tuberculose, parce qu'on se dit qu'en la transmettant, on transmet la tuberculose. Aujourd'hui, quand même, on se dit qu'il devait y avoir la tuberculose, mais il devait y avoir aussi beaucoup de la silicose, en fait, qu'on prenait pour de la tuberculose. Donc voilà les conditions de travail un petit peu au 19e siècle. Mais à la fin du 19e siècle, donc voilà, ça c'est un livre de 1900 des frères Bonnef, qui sont deux journalistes socialistes de l'époque. Donc les métiers qui tuent. Donc dedans il y a un chapitre sur les verriers où ils appellent les verriers la viande à feu, un peu comme on dirait la chair à canon, ou voilà, c'est la viande à feu. Et il va y avoir donc néanmoins des changements dans l'organisation du travail, dans la manière dont marchent les usines, et notamment la mécanisation du soufflage. Donc là vous avez une des machines, la machine Owens, une machine américaine. Vous avez une autre machine qui est la machine Boucher, qui est fabriquée à Cognac, donc par le patron de la verrie de Cognac. Donc les verriers, comme vous imaginez, elles sont souvent à côté des lieux de production de vin, là où on a besoin de mettre des liquides dans des bouteilles. Et à cette époque-là, on dit, là c'est fini, on est en train d'enlever les risques dans la verrerie, c'est en train de devenir un travail très sain, puisqu'il n'y a plus besoin de souffler dans la cave. Et ça c'est faux. Et ça c'est un récit qu'on retrouve dans plein d'autres secteurs du travail, où on a l'impression qu'il y avait des risques graves avant, mais qu'après il y a la modernisation, etc. En fait, non, il y a juste un déplacement. Il y a des anciens risques qui disparaissent, des nouveaux risques qui apparaissent. Alors, quels sont ces nouveaux risques? Là, vous avez des photos qui ont été prises dans la verrie de Givors, quelques semaines avant que celle-ci ne ferme en 2003.
Donc là, ce que vous pouvez voir déjà, c'est le brouillard. C'est un brouillard permanent. C'est aussi quelque chose qu'on voit sur la couverture du livre. Alors, la couverture de ce livre, je sais que c'est une verrie qui, semble-t-il, est en Afrique du Sud, puisque c'est un photographe d'Afrique du Sud qui a pris cette photo. J'ai essayé de le contacter récemment, mais il ne m'a pas encore répondu exactement sur quelles sont les conditions dans lesquelles a été prise cette photo. Parce que j'avais jamais pensé à le contacter avant. Mais en gros, dans les verreries, il y a ce brouillard permanent parce qu'on utilise notamment des huiles pour mettre sur les moules. Et sur ces moules, il y a des gouttes de verre en fusion qui tombent. Donc quand elles tombent, elles sont à peu près à 800 degrés. Et l'huile se décompose après en vapeur d'hydrocarbures, qui sont extrêmement dangereuses pour la santé, comme on a pu le voir, comme les verriers ont pu le voir dans leur enquête, et comme j'ai pu le constater moi aussi. Alors, je vous parle de la verrie au passé, parce que en 2003, la verrie de Givors a fermé. Donc, dans les manifestations contre la fermeture de la verrie, il disait la verrie de Givors, 1749-2003. Alors, bien sûr, c'est pas exactement une histoire linéaire comme ça, il y a eu différentes verreries à Givors, etc. Mais il y a quand même toujours eu au moins une verrie à Givors en activité depuis 1749. Pourquoi la verrie a fermé en 2003 ? Donc ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience au moment où j'ai commencé l'enquête, qu'il y avait eu la fermeture de... je savais que la verrie avait fermé, mais je ne savais pas qu'il y avait eu une grande mobilisation contre la fermeture de la verrie. Par les mêmes qui ensuite ont lancé la mobilisation pour faire reconnaître l'origine professionnelle de leur maladie. La verrie de Givors appartenait au groupe BSN, donc un grand groupe Boussois, Souchon, Neuvzel, très connu dans l'histoire des entreprises françaises, dirigé par Antoine Riboud à partir des années 60, qui est un groupe qui s'est illustré par sa maîtrise des techniques financières de pointe. C'est-à-dire qu'en 1968, c'est eux qui vont essayer de faire la première OPA hostile sur un autre groupe, en essayant de prendre le contrôle de Saint-Gobain, qui est 5 fois plus grand à l'époque, qui est le concurrent direct en verrerie. Ils ne vont pas y arriver. Dans les années 80, ils vont faire les premiers LBO, donc c'est Leverage Buyout, achat avec effet de levier. Donc c'est en gros une autre technique qui vient d'être autorisée, qui est celle qui va conduire en fait à la fermeture de la verrie de Givors, et qui a un montage financier pour le bénéfice des actionnaires, où on va dégraisser le groupe, enlever une grande partie des usines et le revendre ensuite à une autre entreprise concurrente, etc. Dans les années 90, c'est le fils d'Antoine Riboud qui prend la suite, Franck Riboud. Et au moment où c'est lui qui prend la direction de l'entreprise, il va changer le nom de l'entreprise, il va la nommer Danone. Et Danone, dans les années 80-90, c'est vraiment le moment où ils font la conversion totale. Ils vont passer du contenant au contenu. Parce qu'en fait, Danone, avant, c'était une entreprise d'emballage, de verre. Et là, ils vont se concentrer sur l'intérieur, donc les eaux minérales, les bières, les biscuits, etc., etc. Pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est Franck Riboud qui, à la fin des années 90, début des années 2000, va faire un montage donc, de type LBO avec une société au Luxembourg, un truc très compliqué, où il y a 40 cadres de l'entreprise qui sont intéressés dans l'opération. Et dans le cadre de cette opération, ça conduit à se séparer d'un certain nombre d'usines en France, de les fermer, donc se séparer de toutes les usines derrière, mais avant d'en fermer certaines. Et Givors est choisi comme la première usine qui doit fermer, alors qu'elle est parfaitement rentable, elle est considérée comme une usine qui marche bien, etc. Et à l'époque, il va y avoir une mobilisation contre la fermeture de cette usine, mobilisation qui va être menée par les deux syndicats principaux, la CGT et la CFDT, et le leader syndical CGT, il s'appelle Christian Cervantes, c'est un des personnages principaux dans mon livre. Ils sont aidés par Laurent Gonon, dont je vous parlais avant, donc imprimeur à Givors, ancien imprimeur, qui à l'époque vient de prendre sa retraite, qui va faire le site internet, faire les communiqués de presse, écrire les questions que les députés vont lire à l'Assemblée nationale, faire le lien en fait entre le monde, le réseau communiste, les journalistes, les universitaires, les ouvriers, expliquer les montages financiers aux ouvriers pour qu'eux-mêmes puissent les expliquer par la suite.
parce que bien sûr c'est extrêmement compliqué. Et c'est l'une des raisons, ça permet à l'employeur de se cacher derrière cette complexité en faisant comme si c'était quelque chose d'inévitable, alors que ça ne l'est pas, etc. Là, il se tient devant la cheminée de la verrerie, qui est la seule chose qui reste de la verrerie aujourd'hui, où il y a une plaque qui a été posée il y a quelques années, hommage aux verriers victimes de maladies professionnelles non reconnues. Et donc l'autre personne dont je vous parlais, c'est Christian Cervantes. Donc Christian Cervantes, 1948-2012. Christian Cervantes, que beaucoup de gens comparaient à Astérix. Donc moi, vous voyez, je ne l'ai pas rencontré puisqu'il est mort l'année avant que je commence mon enquête, en 2013. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler à la verrerie dans les années 70, qui a travaillé 33 ans. Son père travaillait quelques centaines de mètres plus loin à l'usine sidérurgique Fivelil de Givors. Et son père, dans les années 70, est mort dans un accident du travail, broyé par une machine. Et c'est à ce moment-là que Christian Cervantes s'est syndiqué et a commencé à investir les instances de prévention type CHSCT qu'elle a créé dans les années 80. Donc Christian Cervantes est vraiment le fer de lance de la mobilisation contre la fermeture de l'usine. Et cette mobilisation va être un demi-échec, demi-succès, on va dire, parce qu'ils ne vont pas pouvoir empêcher la fermeture de l'usine, mais ils vont quand même réussir à faire en sorte que tous les ouvriers soient soit reclassés, soit mis en chômage partiel en attendant d'avoir droit à la retraite. Donc, pas chômage partiel, en fait, en pré-retraite, on va dire, c'est-à-dire, en fait, c'est le chômage qui leur verse les indemnisations, mais ils n'ont pas besoin de chercher d'emploi en attendant d'arriver à l'âge légal de départ à la retraite où ils toucheront leur retraite. Et alors ceux qui sont reclassés, c'est pas très rose pour certains d'entre eux parce qu'il y en a beaucoup qui sont reclassés dans des entreprises qui elles-mêmes vont avoir des plans sociaux 1 an après, 2 ans après, y compris d'autres verreries de la région. Il y a les verreries qui font les verres Duralex qui sont connus, il y en a un certain nombre donc à Rive-de-Gier notamment, pas très loin de Givors. Et il y a une de ces verreries qui va fermer. Christian Cervantes, en regardant dans les archives des journaux locaux, j'avais trouvé un article dans le journal Le Progrès, donc le journal de la région lyonnaise, de 2004, janvier 2004, donc 1 an après la fermeture de la verrerie, sur que devient Christian Cervantes, la grande figure de la mobilisation, 1 an après la fermeture. Et il racontait, moi je fais du bricolage, là j'ai un grand projet, on est en train de lancer un projet de musée de la verrerie, qui serait animé un petit peu comme... par des bénévoles, sur le modèle d'un autre musée qui existe à Givors, qui est le musée de la Résistance, qui est animé par des anciens résistants ou enfants de résistants. Et là, on montrerait un peu les différents outils qu'on a gardés, les blocs de verre qu'on a gardés après la fermeture. Il y avait un attachement très très fort à la verrerie. Sauf que quelques mois plus tard, juste 3 à 4 mois après cette interview, Christian Cervantes va se faire diagnostiquer un cancer de l'œsophage. Et donc il va commencer à faire des traitements. Ça va aller un peu mieux quelques années plus tard, mais en 2008, il va se faire diagnostiquer un deuxième cancer, cette fois-ci, une deuxième tumeur dans la bouche, dans le plancher de la bouche. Et c'est de ces cancers donc, qu'il va mourir en 2012. Alors, comment est-ce qu'on est passé de la mobilisation contre la fermeture de l'usine et de l'association des anciens verriers qui a été créée à ce moment-là à la mobilisation sur la santé au travail? Ça, c'était une des questions centrales de mon enquête. Que vous voyez un peu, mon questionnement s'est un petit peu déplacé en fait, au fur et à mesure où je découvrais ce qui s'était passé à Givors. Assez vite, je me disais, mais c'est fou à quel point ils sont attachés à cette usine. Et dès que je parle, moi je pensais que j'allais faire des entretiens avec des ouvriers qui allaient me raconter comment c'était horrible. Et ils sont tous en train de me parler de la mobilisation contre la fermeture, comment si l'usine elle rouvrait demain, mais ils y retourneraient avec plaisir, etc. Et je me disais, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Mais bien sûr, voilà, si on a l'impression qu'il y a une contradiction, c'est qu'on n'a pas assez creusé en fait. C'est-à-dire que on peut être des deux côtés à la fois, on peut être attaché à l'usine et trouver que les conditions de travail sont horribles. Et donc c'est ça qui est devenu un petit peu le nouvel objectif de mon enquête, c'est d'essayer de saisir cette expérience-là vécue par les verriers. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'entreprise BSN a fait une grande erreur au moment de la fermeture, de leur point de vue, une erreur stratégique. C'est que dans le plan social qu'ils ont négocié, ils ont
accepté de céder pour 1 euro symbolique un local pour qu'on puisse y créer le siège de l'association des anciens verriers, donc né en 2003, juste après la fermeture. Et cette association des anciens verriers va se réunir régulièrement, et ça va être un petit peu la suite du comité d'entreprise. Donc, c'est-à-dire les gens qui l'animent sont les mêmes qui animaient le comité d'entreprise. Moi, quand j'y allais, donc moi j'ai fait l'enquête en grande partie dans le local de l'association des anciens verriers. Donc c'est une drôle d'enquête ethnographique où j'arrivais pour une semaine à Givors. Laurent Gonon, c'était mon fixeur, hein, comme on dit, qui me disait bon, bah, je t'ai organisé la semaine. Donc lundi matin, il y a les gens de l'atelier moulerie. Lundi après-midi, il y a les gens de l'emballage. Mardi, on va avoir les gens de la production, l'équipe numéro machin, etc. Et en fait, je me retrouvais là, c'est moi qui étais assis et j'avais des groupes de entre 3 et 10 verriers qui arrivaient et qui s'installaient et qui me racontaient leur carrière et qui étaient contents de se voir aussi, qui se faisaient des blagues, qui disaient ah tu te souviens quand tu arrivais ça, etc. etc. Bah, en gros, c'était ça mon enquête. Et donc le local de l'association des anciens verriers, c'est un local où il y avait aussi, par exemple, la discothèque du comité d'entreprise. Donc vous aviez tous les plus grands tubes de la pop des années 90, là, que personne, je crois, n'empruntait, mais qui prenaient toute une partie de la salle. C'est là qu'ils organisaient aussi des achats groupés de vin, de champagne pour Noël. C'est là ils jouent aux cartes régulièrement, etc. Enfin, c'était un lieu où ils se retrouvaient. Ce qui fait qu'on a une situation extrêmement différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres contextes de fermeture d'usine. C'est-à-dire quand vous faites un cours là-dessus à des étudiants et étudiantes, ça va être les chômeurs de Marienthal, l'usine ferme, la vie associative disparaît, tout le monde se replie sur soi, ou alors plus récemment les travaux de Manuela Roupnel-Fuentes sur les chômeurs de Moulinex, où c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que l'usine Moulinex elle ferme, et puis après bah, c'est un peu l'atomisation du tissu social, etc. Là, c'est pas du tout ça. Les verriers continuent à se voir. Et donc, les verriers se rendent compte du fait qu'ils sont beaucoup à avoir des maladies, à avoir des cancers, à mourir jeunes, à ne pas pouvoir même arriver à l'âge de la retraite ou à profiter de la retraite seulement quelques semaines ou quelques mois. Mais de là à sauter le pas pour se dire qu'il pourrait y avoir un lien avec le travail, en fait, l'initiative va venir, donc je vais vous montrer cette photo après, l'initiative va venir de l'épouse de Christian Cervantes, Mercedes Cervantes, et des 2 filles du couple qui sont dont l'une est infirmière et connaît bien donc les questions de santé. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont proposer de faire un questionnaire, un petit questionnaire, qui serait envoyé à tous les membres de l'association des anciens verriers sur leur état de santé, ou l'état de santé du proche qui serait décédé si jamais il est décédé, savoir de quoi il est décédé. Voilà, donc il y a quelques questions. Et ces quelques questions vont donner ça comme résultat, c'est-à-dire, donc ils vont envoyer 645 questionnaires. Sur ces questionnaires, il y en a 200 qui sont retournés. Et sur les 200, il y a 92 cancers qui sont rapportés. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une démarche d'épidémiologie populaire. Donc ça, vous connaissez sans doute ce terme qui a été inventé par un chercheur américain qui s'appelle Phil Brown, qui a travaillé notamment sur la pollution chimique à Woburn, Massachusetts, dans la banlieue de Boston, la pollution en fait des nappes phréatiques. Et donc là, c'était pollution résidentielle, environnementale, où c'est les riverains centrés autour de l'église qui vont commencer à compter qui a des maladies dans le quartier et à les mettre sur une carte et à se rendre compte qu'ils sont tous... Bah voilà, il y a des rues où il y a beaucoup de gens qui ont la maladie. Donc c'est comme l'épidémiologie classique inventée au 19e siècle par John Snow à Londres sur les épidémies de choléra, qui va permettre de montrer que le choléra vient de telle pompe qui provient d'une nappe phréatique d'eau souillée, etc. Sauf que c'est fait par des non-professionnels. C'est fait par des lay people, là, comme on dit en anglais. Et donc c'est des profanes, ou de épidémiologie populaire, on a traduit.
Et donc ça fait que le questionnaire, par exemple, on ne pourrait pas en faire un article médical. Parce que certaines des réponses, la question va être de quel type de cancer la personne est-elle morte, si elle est morte de cancer. Et ça va être réponse cancer foudroyant. Voilà. Mais quand même, ils se disent 92 cas de cancer par rapport à même par rapport à 600 personnes, même en supposant que personne d'autre n'en a, c'est quand même beaucoup. Et c'est vraiment donc lié, c'est vraiment les femmes des verriers, donc verriers qui sont vraiment un groupe très très majoritairement masculin. Il y avait des femmes vraiment de façon très minoritaire à certains postes dans l'usine, mais sinon la quasi-totalité des salariés étaient des hommes. C'est les femmes qui vont mener cette bataille au début. Et ça va être un petit peu difficile, je raconte dans le livre, de lancer ce nouveau combat. Parce que, par exemple, Christian Cervantes va dire à sa femme, alors qu'il a un cancer, va dire, mais on ne mord pas la main qui te nourrit, pourquoi tu attaques la verrerie comme ça, etc. Et ça va prendre un certain temps avant que Christian Cervantes lui-même ne devienne en fait un leader de la mobilisation contre pour la reconnaissance de l'origine professionnelle des problèmes de santé. Donc, il va y avoir des articles dans la presse nationale. Il y a cet article de Libération en 2011. Là, vous voyez le même Christian Cervantes. Donc, voilà, là, on peut voir que sa tête a changé parce qu'il a eu une opération qui lui a enlevé une partie de la mâchoire. Donc ça, c'est l'année avant son décès. Mais à la fin, dans la fin, on a plein d'interviews de lui, même quand il arrive assez mal à parler, etc. Où là, il est tout à fait rangé du côté de la bataille sur la santé. Mais ça ne rentre pas en contradiction, toujours avec la bataille d'avant, contre la fermeture. C'est-à-dire qu'il y a un attachement à l'usine qui est compatible avec l'idée qu'ils se sont fait avoir, en fait, qu'ils ont été exposés à des conditions de travail très dangereuses, par des gens qui savaient, qui auraient pu éviter, qui auraient pu mettre en place des mesures de prévention et qui ne l'ont pas fait. Alors, dans le petit temps qui me reste, juste ce que je pourrais vous raconter encore, en gros dans le livre, si vous avez l'occasion de le regarder, ce que je fais, c'est que je raconte, donc c'est une enquête sur une enquête. C'est-à-dire parce que je me suis rendu compte assez vite que les verriers avaient en grande partie déjà fait l'enquête que je voulais faire au début sur les conditions de travail. Et donc, notamment avec Laurent Gonon, Mercedes Cervantes, qui avait récolté plein de données sur à quoi est-ce qu'ils avaient été exposés, qu'est-ce qui avait pu être dangereux. Et donc, je raconte cette enquête, je montre un petit peu, j'essaye de montrer le niveau de complexité dans lequel il faut rentrer, l'opacité, des données sur la toxicité de tel ou tel produit. Alors, je donne un exemple, par exemple, qui est celui des huiles de graissage, les huiles employées pour les graissages des moules. L'une de ces huiles qui a été utilisée est fabriquée par une filiale de Total, s'appelle le Clean Mold. Quand on regarde la fiche de données de sécurité, qui est le document qui doit accompagner n'importe quel produit chimique potentiellement dangereux, il y a marqué au début, ce produit est absolument inoffensif s'il est utilisé dans les bonnes conditions. On avance, et après, à la page 10, il y a marqué quelles sont les bonnes conditions. Et à la page 10, on explique les bonnes conditions, ne pas chauffer. Voilà. Sauf que c'est une huile, sur l'étiquette, il y a marqué huile pour machine verrière. Et comme il y a la goutte de verre là, à 800 degrés qui tombe toutes les secondes dessus, bien sûr que ça chauffe. Et là, il y a marqué, si ça chauffe par contre, alors là, c'est très dangereux. Et là, ça devient du gras avec des points d'exclamation, etc. Et là, il faut avoir un scaphandre autonome parce que ça va se décomposer en hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc qui sont une classe de toxiques cancérogènes. Pour le dire très vite, c'est le même genre de produits qui viennent de la combustion incomplète. Donc, par exemple, vous faites un feu de cheminée et vous restez dessus comme ça, c'est ça que vous allez respirer. Ou un barbecue. C'est les cancérogènes professionnels les plus anciens qui sont connus. À Londres, au XVIIIe siècle, il y avait les jeunes enfants, les jeunes garçons ramoneurs qui avaient des cancers des testicules. Et un médecin à l'époque avait compris que c'était parce qu'on les envoyait tout nus dans les cheminées
En fait, on envoyait des enfants tout nus dans les cheminées parce qu'ils pouvaient se faufiler dans les cheminées très très petites. Mais que tout nus dans la cheminée, ils se frottaient contre la paroi de la cheminée où il y avait de la suie. Et c'est la suie qui leur donnait le cancer des testicules. Donc ça, c'était connu depuis assez longtemps. Voilà. Et parenthèse, c'est pour ça que quand il y a eu l'accident de Lubrizol il y a quelques années, et que la préfecture a dit ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger, le nuage c'est seulement de la suie. Voilà. On a été un certain nombre à dire bah si, justement, c'est dangereux. Voilà. C'est pas parce que ça a l'air naturel entre guillemets que c'est pas dangereux. Donc voilà, donc ça c'est par exemple le genre de choses qu'il faut voir. J'ai suivi les verriers aussi dans leur démarche en justice. J'ai suivi dans différentes démarches en justice. J'ai pu avoir accès au dossier d'instruction pénale qu'il y avait eu autour du cas de Christian Cervantes, qui avait porté plainte pour blessure, et que ça n'a jamais donné lieu à un procès pénal, donc on pourra éventuellement revenir dessus après. Et je les ai suivis aussi dans des procédures très intéressantes qu'on appelle le préjudice d'anxiété, donc qui se passe devant les prud'hommes. Intéressante parce que en fait c'est quelque chose qui a été inventé par leurs avocats qui sont aussi les avocats des victimes de l'amiante en France. Quand ils ont remarqué que le pénal, c'est-à-dire essayer de faire reconnaître des crimes qui ont été commis, ça ne marchait pas. Le préjudice d'anxiété, c'est en tant que travailleur ou ancien travailleur, dire que le contrat de travail n'a pas été respecté et parce que normalement l'employeur aurait dû assurer un environnement de travail sain à son salarié. Ça n'a pas été le cas, et donc l'employeur est responsable et il doit indemniser les préjudices subis. Et là, c'est quel préjudice? C'est le préjudice d'anxiété. C'est que à cause de ça, l'ouvrier en question, l'ancien ouvrier, a peur de mourir, a peur d'avoir un cancer. Et donc en gros, c'est mettre un prix un coût sur la peur de mourir. Et ce qui est intéressant avec ces procédures, c'est que ça touche des gens qui ne sont pas encore malades. Donc il y a éventuellement une vertu préventive, c'est-à-dire que dans des usines qui seraient encore en activité, ça peut permettre de changer les conditions de travail avant que les gens deviennent malades. Parce que souvent, sinon, les procédures, il faut attendre que les gens soient malades avant de pouvoir lancer la procédure, pour reconnaissance de la maladie professionnelle, par exemple. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est des procédures qui ont lieu collectivement. Donc là, les verriers, ils allaient, dans la procédure que j'ai suivie, ils allaient à 60 au prud'homme, ils étaient 60 dans la salle, et ils y allaient avec le même quart qui leur était prêté par la mairie qu'à l'époque où ils étaient verriers et qu'ils allaient au prud'homme pour contester le licenciement, le plan social, etc. Ils y allaient vraiment en tant que verriers, en tant qu'anciens verriers. Et c'est beaucoup plus facile de faire une procédure en justice de façon collective que tout seul, en fait. Voilà. C'est ce que je vois en suivant les différentes procédures. Voilà. Mercedes Cervantes, par exemple, elle fait des procédures en justice avec ses filles pour la reconnaissance des maladies professionnelles de Christian Cervantes, donc, qui ont abouti récemment, donc, mais après la mort de Christian Cervantes, ça a pris des années et des années. Mais c'est une procédure qu'elle doit mener toute seule. Et c'est vraiment extrêmement difficile, coûteux émotionnellement. Voilà. Et en plus, même après, comme il y a un arbitraire dans la manière dont sont décidés les jugements, il va y avoir certaines personnes qui vont être reconnues, d'autres qui ne vont pas l'être alors qu'ils travaillaient au même poste, ils étaient collègues. Et donc il y a une famille qui va toucher de l'argent, l'autre qui ne va pas toucher d'argent. Donc bien sûr, ça crée des divisions, ça crée des conflits qui sont très compliqués. Alors, le cadre intellectuel et théorique, bon, comme je vous disais au début, je m'inscrivais dans le cadre des recherches sur la santé au travail qui ont connu vraiment un renouveau en France depuis les années 80, en gros. En fait, les années 70 ont été les années où, dans le milieu syndical, ouvrier, en France, mais surtout en Italie, voilà, je parle des références que je connais bien, il y a eu un grand intérêt pour la question des conditions de travail, de l'environnement de travail, comme on disait en Italie. Et après, ça s'est traduit dans les recherches à partir du début des années 80. Il y a eu un numéro du mouvement social au début des années 80 sur l'usure au travail, qui est souvent, c'est de là souvent qu'on date un peu le début de ce renouveau des recherches en santé au travail en France, en sciences sociales. Il y a eu les travaux de Paul-André Rosenthal, donc, je vous disais, qui était mon directeur de thèse, qui a beaucoup travaillé sur la médecine du travail, l'histoire de la médecine du travail, et sur la silicose, la maladie des mineurs.
et notamment sur la construction sociale de cette maladie de silicose. En montrant par exemple que d'un pays à l'autre, vous allez avoir des pays qui vont reconnaître la silicose et d'autres qui ne vont pas la reconnaître, ou alors qui vont la reconnaître 40 ans après, et qu'on peut faire le lien direct entre ce qu'on a l'impression est l'état de la connaissance médicale dans le pays, et en fait des questions économiques et politiques. En fait. C'est-à-dire que dans tel pays, ils vont dire ah non, la silicose n'existe pas, et ils sont vraiment convaincus de ça, et dans d'autres, ils vont être convaincus que ça existe. Mais c'est lié en fait à un rapport de force, au poids de l'industrie minière dans le pays. Enfin, c'est des choses qu'on voit. Il y a un livre collectif dirigé par Paul Oriental sur la silicose, où on voit vraiment des études de cas dans plein de pays dans le monde qui montrent ça. Il y a les travaux d'Annie Boboni, sociologue qui a travaillé sur les victimes de l'amiante, les victimes du saturnisme, les conditions de travail dans le nucléaire civil. Notamment, il y a un livre autour des années 2000 sur les sous-traitants du nucléaire, qui un peu le point de départ des travaux qui ont eu lieu par la suite sur ces questions, qui montre que les sous-traitants du nucléaire, ils ont beau être 20% de la main-d'œuvre, c'est eux qui vont être exposés à 80% de la dose totale de radioactivité auxquelles sont exposés les travailleurs chaque année. Il y a l'histoire qui a joué un rôle très très important donc, dans toutes ces recherches. Thomas Leroux, Geneviève Massard-Guilbault, c'est souvent des historiens qui travaillent aussi sur la pollution industrielle, pollution environnementale. Parce qu'en fait, ce qui se passe en dehors de l'usine et ce qui se passe dans l'usine, c'est la même chose. C'est les mêmes maladies. Mais on montre que depuis le 19e siècle, depuis le début du 19e siècle, dans la plupart des pays européens et en Amérique du Nord, on a créé deux régimes différents pour traiter ces choses, selon qu'elles se passent à l'intérieur de l'usine ou en dehors de l'usine, alors que ce sont les mêmes maladies. Donc ce sont des travaux qui insistent sur le fait que la maladie est une construction sociale. Il y a une construction sociale de la maladie. Et en même temps, j'insiste, c'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. Parce que quelquefois, les travaux vont trop loin. C'est-à-dire, il y a certains travaux avec lesquels je suis en désaccord, qui sont un peu trop symétriques. Où à la fin, on a l'impression que si on est sociologue ou historien et qu'on veut être objectif, neutre, alors il ne faut pas se prononcer sur la réalité de la maladie. Il faut voir la construction sociale de la victimisation, et prendre tout le monde comme si c'était égal, alors qu'à un moment, il y a des maladies, il y a des gens qui meurent. Alors, soit on reconnaît ça, soit on est dans une forme de négationnisme de ça. Voilà, c'est très matériel. Donc j'insiste là-dessus, c'est la construction sociale, et en même temps, ça existe vraiment. Aux États-Unis, il y a des travaux très importants de Rosner et Markowitz, qui sont un duo d'historiens qui écrivent des livres depuis des décennies, ensemble. Et alors eux, ils montrent aussi la notion de cycle, c'est-à-dire qu'il y a les connaissances sur la dangerosité de tel travail ou de tel produit vont émerger à un moment, vont être très connus, puis après vont disparaître. Et après, on va le redécouvrir 30 ans plus tard. Et voilà. Ça arrive tout le temps. Mais, juste sur le nucléaire, quand il y a eu Fukushima, donc Fukushima, la plupart des gens l'ont vu sous l'angle pollution environnementale, mais après, on a beaucoup parlé aussi de la question des travailleurs dans Fukushima. Il y avait un chercheur français qui avait travaillé Paul Jobin, sur les conditions de travail à Fukushima avant la catastrophe, et montré que c'était l'une des centrales avec les pires conditions de travail au Japon. À un moment, il y a une catastrophe, tout à coup, on pense à ça, puis après, on oublie. Et après, Et après, il faut attendre la prochaine catastrophe pour que ça revienne. La silicose, c'est pareil. La silicose, dans les années 30 aux États-Unis, tout le monde savait ce que c'était. Puis ça a redisparu. Et c'est réapparu dans les 20-30 dernières années. Alors, autre point qui m'intéresse, c'est la réflexion juridique sur la notion de subordination. Donc, je vais très vite, c'est juste. Vous savez qu'en France, dans le droit du travail, la relation salariale, elle est définie par le critère de la subordination. C'est-à-dire que comment on sait que quelqu'un est salarié de quelqu'un d'autre? C'est pas le contrat de travail qui le dit. C'est parce que quelquefois il n'y a pas de contrat de travail. C'est si on arrive par un faisceau d'indices à montrer qu'il y a une relation de subordination. C'est-à-dire que le travailleur n'est pas, ou la travailleuse n'est pas maîtresse de la façon dont elle fait son travail, des horaires, de la procédure, etc. Et moi, je me suis demandé dans quelle mesure la subordination légitime l'exposition au danger, en fait. Voilà. Quel est le lien entre les deux? Alors, là, j'ai récemment écrit un texte sur l'histoire du 19e siècle, sur
justement comment les tentatives d'humaniser le travail en enlevant les situations, par exemple, où on frappe les ouvriers, on les fouette, on fouette les enfants. Vous voyez, Villermé, etc., 1841, qui vont en parallèle aux tentatives d'humaniser le travail sur l'esclavage et qui vont aboutir finalement à l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. On a l'impression qu'elle n'a pas le droit de faire du mal aux travailleurs, que ce n'est pas normal, ce n'est pas légitime. Et en fait, on va quand même définir un espace de légitimité où en fait, on considère qu'il y a les risques professionnels, le travail, c'est normal de prendre des risques, c'est normal de courir ces risques. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de responsable, c'est juste le travail qui est dangereux en soi, et c'est comme ça. Donc c'est le genre de questions qui m'intéressent. L'histoire des politiques de prévention est derrière mon raisonnement aussi, j'en ai parlé sur l'histoire de la médecine du travail, de l'inspection du travail. Dans le cas de la Verigivore, on avait accès par exemple aux interrogatoires de l'ancien médecin du travail, l'ancienne inspectrice du travail par la police, dans le cadre de la procédure en justice au pénal de Christian Cervantes, où on voyait l'inspectrice du travail des années 90 qui disait mais oui, on savait très bien que c'était très dangereux. Voilà, donc, mais on leur avait dit, hein, on leur avait fait des conseils, mais ils n'ont pas suivi les conseils. Voilà, et on voit en fait cette logique de la préconisation, du non coercitif, etc., qui en fait est liée à la faiblesse des effectifs aussi en grande partie de l'inspection du travail, qui est une faiblesse congénitale depuis le début. Il y a des travaux sur l'Angleterre qui montrent que les Factory Acts dans les années 1830-1840 en Grande-Bretagne, qui introduisent des formes d'inspection du travail. Au début, il y avait genre 4 inspecteurs pour toute l'Angleterre, quelque chose comme ça. Enfin, ça va aller très 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 lentement. Et donc les inspecteurs au début, ils voulaient contrôler les usines, contrôler le vrai travail, mais ils n'ont pas le temps. Donc finalement, ils vont demander aux usines de leur envoyer leur registre et ils vont contrôler ce qui est marqué sur le papier sur l'âge des ouvriers, par exemple. En disant, ah oui, non, mais là, il a vraiment plus de 15 ans ou plus de 14 ans. Ou, voilà, ça va devenir un respect d'obligation formelle. Et après, on va avoir l'impression qu'ils ne font rien, en fait. Mais c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus. Et enfin, dernier point, la mise en danger des salariés comme crime en col blanc. Donc, ça, c'est la question du pénal. C'est une question qui ouvre le livre et qui est vraiment une question centrale dans ma réflexion, qui est une question classique. C'est comment ça se fait qu'on peut exposer des gens à un danger connu, qu'après ces gens peuvent avoir le problème qui est lié à ce danger, l'accident ou la maladie, et qu'on ne considère pas ça comme relevant du pénal, c'est-à-dire des crimes et délits. Ça, c'est une très vieille question. C'est une question qui a été posée déjà par Engels dans son livre sur la situation de la classe ouvrière à Manchester dans les années 1830. Où il dit, il y a toute une page ou deux sur mais ne devrait-on pas appeler ça un meurtre? Parce qu'il y a quand même une connaissance du danger. On expose les gens à ce danger et il y a une certaine proportion qui vont avoir le problème. En quoi est-ce que ce n'est pas un meurtre? Et Sartre, dans les années 70, en 1970, quand il avait joué le rôle de procureur au tribunal populaire de Fouquier-les-Lances, où il y avait eu qui était un tribunal populaire maoïste, où il y avait eu 16 mineurs qui étaient morts, il avait élaboré sur le même thème, c'est très intéressant, en disant, mais c'est seulement parce que c'est de l'ordre des statistiques qu'on se dit qu'il n'y a pas d'intention et que ce n'est pas un crime. Mais il y a une certitude des statistiques quand même. On sait très bien le nombre de morts qui va être livré par la mine chaque année. Et on sait très bien qu'il n'y aurait pas ces morts si on faisait ceci, ceci, ceci. Donc là, c'est l'histoire de arrêter les chantiers dès qu'il y a le moindre, dans les mines, dès qu'il y a le moindre signe de faiblesse dans les étais, dès que la ventilation ne marche plus et qu'il y a un coup de grisou qui est possible, etc. Et pourtant, on ne le fait pas parce qu'on veut garder le chantier ouvert. Donc voilà un petit peu les questions qui m'ont animé et qui ont mené à ce livre. Je vais parler beaucoup trop longtemps déjà, je suis désolé. Merci de votre attention. Merci Pascal pour cette présentation. Merci Rine, Charles de m'avoir permis de mieux connaître votre travail. Moi j'ai découvert votre livre au Cambodge en janvier, quand j'étais en train de faire des entretiens avec des petits paysans qui s'exposaient tous les jours aux pesticides pour aussi gagner leur vie.
Et donc, comme j'ai lu dans un de vos articles, pouvons-nous accepter que nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants soient contraints à s'exposer à un danger pour gagner leur vie? Donc, vous nous avez amené à la question centrale des inégalités sociales liées aux pollutions environnementales. Après, comme votre ouvrage le montre, il y a donc des métiers qui exposent plus que d'autres, et c'est plus souvent les métiers les plus mal payés, les plus indispensables, qui exposent le plus aux substances chimiques. Il a été remarqué que les taux de mortalité par cancer étaient plus élevés chez les ouvriers, les employés, que chez les cadres et les professions libérales. Les salariés sont plus souvent les victimes que les employeurs. Dans l'agriculture, on a des expositions qui sont totalement invisibilisées, avec des travailleurs détachés qui viennent travailler par exemple en France et qui n'ont pas accès au droit de reconnaissance des maladies professionnelles. Votre ouvrage met aussi en lumière beaucoup la question du droit et de la légitimité des entreprises et des États à polluer sans protéger à l'ère de l'anthropocène. Donc voilà, avant de vous poser quelques questions spécifiques à votre ouvrage, moi j'aimerais ouvrir en parlant un peu des questions d'autres problématiques de santé environnementale qui sont également très étudiées par les sciences sociales, parce qu'on retrouve finalement beaucoup de points communs dans les différentes problématiques de santé environnementale qui questionnent la vie avec les toxiques, que ce soit sur le plan de la mécanique des risques, de leurs effets ou encore de leur traitement. Alors pour situer le champ de la santé environnementale, après la santé au travail, c'est un peu... Ça, vous m'entendez pas? Viens dans le micro. Ok, je vais rapprocher. Ok, j'ai une petite voix, je sais. Le micro est là pourtant pour aider. Mais non, il n'amplifie pas. Oui, voilà. Non, le micro, c'est pour... Oui, ok. Donc vous, je vais essayer de faire un effort et parler plus fort. Vous entendez? Ok. Là, c'est en train de redevenir Ah oui, c'est vrai. on se consume, il faut parler fort en fait. D'accord, ok. Alors, on peut situer les débuts de la santé environnementale dans les années 2000. Ça s'est davantage institutionnalisé grâce à partir de dispositifs, de directives, d'appels à projets, de structures officielles. Et même si les liens entre santé et environnement existent depuis la médecine d'Hippocrate, il y a bien plus longtemps. On a donc dans les années 60 les mobilisations environnementales, où là il est question de protéger l'environnement, mais avec l'arrivée de la santé environnementale, de ces problématiques, il s'agit de se protéger d'un environnement devenu toxique. Et donc, dans la santé environnementale, on va distinguer des maladies d'origine diverses qui vont être professionnelles, résidentielles, environnementales ou encore comportementales. Et la frontière est assez poreuse entre ces différentes origines, mais je vais donner quelques exemples. On distingue également le champ en fait, des expositions qui vont être aiguës, liées à des accidents, des catastrophes, comme on a pu le voir avec l'usine de Bhopal, avec 12 000 victimes, des inhalations massives, brutales de gaz toxiques, ou encore Tchernobyl, même si après ces expositions aiguës, il y a aussi les effets à long terme, mais on peut donc distinguer ces expositions aiguës aussi de phénomènes où il y a des expositions à faible dose, des expositions répétées comme elles sont décrites pour les verriers de Givors, et donc là où on a des polyexposés sur le long terme à diverses substances chimiques. Donc pour donner des exemples concernant en santé environnementale les maladies d'origine professionnelle, on peut citer donc voilà il s'agit en fait de pathologies qui trouvent leur origine dans un milieu professionnel pollué, donc comme pour les usines de verrerie, mais on peut citer les usines d'amiante, les infrastructures polluantes qui parsèment nos sociétés industrielles, dont notamment les usines classées Seveso, il y en a 1200 en France, mais aussi l'exposition des vétérans aux essais nucléaires, encore les expositions bien sûr aux pesticides dans le monde agricole. On parle également des maladies d'origine résidentielle, vous avez mentionné, donc là avec les riverains
de parcelles agricoles qui vont se mobiliser, par exemple en Gironde, après avoir constaté dans leur environnement proche une surreprésentation de cancers pédiatriques, les riverains d'antennes relais, de lignes à haute tension ou encore les riverains d'incinérateurs de déchets, ou de bassins industriels comme celui de Fos-sur-Mer, qui est également étudié par nos collègues ici. Nous avons également donc les maladies d'origine environnementale, donc là c'est une catégorie qui va être plus large et englobante. Les expositions liées à la pollution atmosphérique. Vous avez peut-être entendu parler du smog à Londres, à Bangkok, lié aux microparticules dans l'air qui sont liées principalement en fait, aux émissions anthropiques, les transports routiers, les engrais azotés, les microplastiques. Dans tout ça, on peut aussi penser aux effets de grande chaleur, la canicule de 2003, aux maladies vectorielles transmises par les moustiques, le paludisme, chikungunya, le dengue, West Nile, les maladies transmises par les tiques, la maladie de Lyme ou par les chauves-souris, le SRAS, Nipah aussi, le virus Nipah. Donc, on a également des problématiques de santé environnementale qui ont des causes non identifiées. On peut parler du Covid, qui n'a pas une origine encore clairement identifiée, l'Ebola, même s'il y a des présomptions pour dire que c'est lié à la consommation de viande de singe. Le syndrome du bâtiment malsain qui a été étudié par Michel Murphy également. Les victimes de la guerre chimique au Vietnam, exposées à l'agent orange. Les intolérants au gluten, qui c'est également lié à une cause donc, environnementale, des changements de pratiques agricoles, des sélections de semences. Et après, donc, il y a la catégorie des maladies liées au mode de vie, d'origine comportementale, donc catégorie à prendre avec des pincettes, puisque ça a tendance à surresponsabiliser les personnes, mais les questions d'alcool, de sédentarité, de tabac. Donc c'était juste pour dresser un tableau plus large de ce que peut englober la santé environnementale. Et donc quels sont les points communs à ces différentes problématiques qui ont été largement étudiées ou partiellement par les sciences sociales? Donc là, si on se concentre sur les expositions lentes, qui sont au cœur de votre ouvrage, donc on a vraiment des effets donc, qui sont à long terme, une temporalité lente. Yannick Barthes parlait de risque lent, Rob Nixon lui parlait de violence lente, où les pathologies émergent vraiment plusieurs années, voire plusieurs décennies après l'exposition. Donc là, à Givors, les ouvriers tombent malades et meurent juste après avoir pris leur retraite. Et c'est des choses qu'on remarque pour ces différentes problématiques. On est face aussi donc, aux limites de la science, et là c'est surtout les limites de l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les preuves, dont la clé de voûte est l'essai clinique randomisé. Donc sans ça, on n'a pas de preuves. Donc en santé environnementale, on arrive souvent donc à voir que ce modèle est inadapté pour constituer des preuves. Donc on est en permanence face à la nécessité d'ouvrir notre manière de penser la rationalité scientifique et notre manière de penser la preuve. Alors, dans ces différentes situations, l'incertitude ne peut être dissipée de manière certaine. Donc des chercheurs travaillant sur les pesticides, Jean-Noël Jouzel, Nathalie Jass, montrent comment cette incertitude finalement sert de prétexte à l'inaction publique. Elle invisibilise le problème, donc j'y reviendrai. Les liens de causalité donc, dans tout ça sont toujours difficiles à établir. Il y a des controverses scientifiques, des résultats contestés scientifiquement, des études qui montrent des résultats contradictoires, comme c'est le cas pour le glyphosate. David Michaels parle de triomphe du doute et montre comment les lobbies industriels ont réussi à imposer la normalité de l'exposition professionnelle aux agents chimiques dangereux. Et c'est une normalité qui est également bien décrite dans votre ouvrage, où les verriers ont été exposés à des substances chimiques dangereuses sans avoir été informés des risques encourus et sans avoir bénéficié d'un encadrement. Donc voilà, il faut des années de mobilisation
pour prouver les crimes que vous avez décrits. Donc ça nous amène aussi à tout un ensemble d'analyses sur la fabrique de l'ignorance. Jean-Noël Jouzel a nommé son dernier livre « Ignorer ce que l'on sait ». Donc il y a à la fois des formes d'ignorance, il parle de chaînes d'ignorance avec des ignorances volontaires et involontaires à différentes étapes de l'histoire des expositions et de leur traitement. Et un autre point commun donc, à ces différentes problématiques, c'est les formes vraiment d'inertie et d'immobilisme en fait, des institutions, des dispositifs pour reconnaître l'origine de ces problématiques. Donc en France, on a depuis 1919 un système de reconnaissance des maladies professionnelles, il y a 119 tableaux. Finalement, là on voit dans les verriers de Givors ne rentre pas dans ces tableaux-là. Donc il faut trouver d'autres moyens de créer la preuve. Finalement, on a ces dispositifs assez poussés, mais quelque part, il faut que les maladies soient signées. Il y a le mésothéliome qui est un cancer de l'amiante, ça c'est vraiment une signature, c'est un traceur de l'exposition qui va faire qu'il y a certaines pathologies qui vont être plus facilement reconnues. Et sinon, en l'absence de ces traceurs, on est dans le doute et dans l'inertie. Et donc votre ouvrage détaille vraiment bien cette inertie, les logiques qui justement consistent, et je vous cite, à restreindre le nombre de personnes qui seront reconnues, tout en projetant l'apparence d'une procédure qui se fonderait uniquement sur la connaissance scientifique. Un autre point commun dans ces travaux, c'est qu'on voit le médecin est souvent décrit comme un maillon de cette chaîne d'ignorance. Et elle a tendance à tempérer les avis des victimes par la prudence, les condamnant à la non-reconnaissance de l'origine professionnelle, même s'il y a des contextes où c'est des médecins très engagés qui vont justement s'investir pour ces causes. Mais globalement, on constate souvent un manque, c'est dans la littérature, un manque de médecins engagés, et beaucoup plus de positionnement prudent. Donc, ça nous amène à un autre point commun, c'est cette lutte sociale et cette épidémiologie populaire qui émerge pour susciter, créer des preuves, constituer des preuves. Alors ça, c'est aussi, il y a tout un processus là que vous avez bien redécrit à l'oral, mais ça implique de s'identifier comme victime, et c'est vraiment un processus que tout le monde ne souhaite pas passer par ce processus-là. Le risque professionnel est souvent intériorisé, accepté, valorisé. Il y a une pudeur, un déni qui est fréquemment remarqué dans ces différents contextes. Il y a une difficulté de trahir les intérêts de la profession, à critiquer finalement l'entreprise qui nous a fait vivre pendant longtemps. Et donc il y a un autre phénomène qui est souvent décrit, c'est la bataille en fait associative dans la mobilisation. Il y a souvent, elle va être épaulée, accompagnée par des cadres, des juristes, des avocats, des politiques, des journalistes. Et là on voit, donc vous avez parlé de Laurent Gonon, cet intellectuel public, militant communiste, hein, puis aussi de l'équipe de Annie Thébaumony qui est venue conseiller aussi d'un cabinet d'avocats. Donc là, c'est vraiment des choses aussi qu'on retrouve dans d'autres problématiques de santé environnementale. Donc voilà, pour cette question d'épidémiologie populaire qui revient aussi beaucoup, j'aurais une question donc pour finir, mais c'est juste pour dire qu'il y a donc cette force des savoirs empiriques, expérientiels, profanes qui est mise en évidence. Et donc, juste pour conclure, on a donc de manière assez diffuse un flou donc, qui contribue à minimiser les risques, à surresponsabiliser les victimes, les patients,
et à ignorer surtout la responsabilité des entreprises. On voit que la contamination échappe la plupart du temps au contrôle des États et des entreprises. Et donc il y a un écart aussi énorme entre le travail prescrit et le travail réel, et la nécessité en fait de faire comme vous avez fait, de suivre cette histoire des expositions, de décrypter cette histoire concrète des expositions. La semaine prochaine à Bordeaux, on organise une journée avec le réseau SHS Pesticides sur l'exposition, avec beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette exposition réelle finalement aux pesticides, là, pour le coup. Donc voilà, on est dans un système où il est toujours facile d'exposer un danger et difficile d'obtenir le statut de victime de ce danger. Donc j'en viens à quelques questions. Je voulais savoir si vous aviez pu remarquer des formes d'immunité subjective au sens de Marie de classe, hein, qui entend par là le fait que plus on est exposé à un risque, plus on a tendance à le minimiser. Est-ce qu'il y a eu, vous avez rencontré des personnes qui ne souhaitaient vraiment pas être dans cette mobilisation collective? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de déni de ces polyexpositions? Parce que là, c'est vraiment centré donc, sur Christian Cervantes. Donc c'est vrai qu'on a... Voilà, j'avais une question pour... vu que vous, en fait, vous avez quand même fait votre enquête dans ce bureau, donc est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes que vous avez pu voir à l'extérieur qui ne venaient pas à l'association? Après, une autre question d'épistémologie, en fait, de quelle manière les sciences sociales participent finalement à la construction de la preuve de la contamination des corps, à l'identification des problèmes, à leur mise en visibilité. Donc, à travers votre travail, comment vous pourriez répondre à cette question? En quoi les sciences sociales sont un acteur voilà, majeur, incontournable? Et après, plus une question d'ouverture sur aujourd'hui, est-ce que l'enquête continue quelque part? Est-ce qu'il y a des effets à long terme aussi de cette victoire quand même, c'est-à-dire, enfin, échec et victoire, mais il y a quand même eu la reconnaissance de l'origine professionnelle des deux cancers de Christian Cervantes. Et puis, je voulais vous féliciter pour avoir réussi à aussi publier un livre à partir d'une recherche postdoctorale. Voilà. Merci Eve. Pascal, si tu peux répondre de manière ramassée. Oui. Alors merci beaucoup, il y a plein de points, donc je vais essayer de répondre rapidement, parce que j'ai déjà trop parlé. Juste déjà sur votre exposé, sur vos considérations d'avant. En effet, il y a une grande opposition entre les expositions aiguës et les expositions lentes. Et ça, il y a beaucoup qui se joue là. Et par exemple, dans la justice, si on regarde dans la justice pénale, en France, le seul grand procès pénal qu'il y a eu sur ces questions, c'est AZF. Et parce que AZF, ça a explosé et il y avait 30 morts. Voilà. Mais si ces 30 morts, c'était des morts de cancers professionnels ou environnementaux qui auraient eu lieu 20 ans après, même 15 ans après, on n'aurait pas de procès pénal. Sur la question aussi, maladie résidentielle, maladie professionnelle, il y a un point dont je n'avais pas parlé, c'est dans l'enquête des verriers, pour prouver la liste des produits auxquels ils avaient été exposés, une pièce qui a été très importante a été l'analyse de la pollution du sol de la verrerie. Parce qu'une fois que la verrerie a été détruite, il y a eu une analyse de la pollution du sol, parce qu'on voulait reconstruire quelque chose dessus et très vite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait l'arsenic, le chrome, les hydrocarbures, etc. Et que même on pouvait faire la carte de la verrerie au-dessus, et c'était sous l'atelier, sous l'atelier des matières premières, il y avait les matières premières, etc. Donc ils ont utilisé ce document pour prouver qu'ils avaient été exposés à ça dans le travail. C'est seulement aujourd'hui qu'ils sont en train de... J'ai vu, ils ont posé la première pierre il y a quelques semaines d'un cinéma, d'un complexe de cinéma, qui va être la renaissance de la parcelle, après 10 ans de dépollution et de travaux arrêtés, enfin plus, 15 ans. Il y a juste la cheminée qui va rester comme un vestige de la verrerie d'avant. Sur la question de la limite de la science, il y a une anecdote qui est intéressante, qui est à un moment, il y a une épidémiologiste qui m'avait appelé, qui travaillait pour l'Observatoire régional de santé Rhône-Alpes,
Et elle voulait savoir un petit peu ce que je faisais comme enquête. Je lui ai dit, mais est-ce que vous allez faire une enquête épidémiologique? Elle fait, ah, mais non, sans doute pas, parce que ça donnerait rien. Parce que le problème, c'est que il y a déjà tellement de sources de pollution juste dans cette zone, et puis que les verriers eux-mêmes, quand on regarde les autres travaux qu'ils ont fait avant ou après, ils ont été exposés à tellement de produits dangereux qu'on va pas pouvoir isoler l'effet propre de la verrerie. Voilà, donc et souvent c'est comme ça. Donc là, on a vraiment une limite. Alors sur la question de l'immunité subjective, qui est, en effet c'est intéressant. Bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas être pris dans cette mobilisation encore aujourd'hui. Je parle dans le livre d'un des autres dirigeants de la CGT, André Visioli, qui lui vraiment n'est pas du tout. Voilà, il vient dans les audiences avec les autres, mais c'est pas quelqu'un qui était un fer de lance de la mobilisation. Mais on voit souvent dans ces situations de. Moi, je pense souvent à la situation où un travailleur ou une travailleuse a été exposé à un danger sans masque pendant 20 ans. Puis après, un jour, on dit, il faut mettre un masque. Parce qu'en fait, c'est très dangereux. Souvent, ils vont pas le mettre. Et après, on va dire, ah, mais ça, c'est la virilité au travail. C'est, voilà, ils veulent montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont durs au mal, etc. Mais non, c'est juste que c'est un calcul un peu plus rationnel que ça, qui est de dire juste, si je mets le masque, je reconnais que pendant 20 ans, j'étais en train de me pourrir la santé. Donc, je préfère ne pas avoir ce machin qui me rappelle ça. Je continue comme avant. Je fais la même chose qu'avant. Et de façon générale, la lecture en termes de virilité au travail, prise de risque pour montrer qu'on est fort, etc. Moi, ce que je voyais dans les entretiens, c'était par exemple des gens qui racontaient souvent une prise de risque que j'appellerais par solidarité ou par sens du collectif. Quand il y a un truc très dangereux à faire, on va le faire pour pas que l'équipe de nuit qui suit après ait à le faire. Voilà, chacun va vouloir être le premier à le faire pour montrer qu'il le fait pour pas que les autres le fassent. Voilà, mais ça veut pas dire que c'est pas pour montrer qu'il est super fort, etc. Voilà. Et il y a des gens, dans certaines conditions, qui disent... voilà, il y a des gens qui... J'ai fait des entretiens répétés, qui vont me dire plusieurs fois, mais non, mais bon, voilà, c'était comme ça, on pouvait rien y faire, et puis voilà, cette problématique de la santé, j'ai un peu du mal à m'y engager, etc. Et puis, un autre entretien, ils vont me dire, quand j'y repense, quand même, si je pouvais tout refaire, je choisirais peut-être pas de travailler en travail posté, c'est-à-dire en travail en 3-8, parce que vraiment, c'est vrai que du point de vue de la santé, c'était terrible, et puis j'ai pas vu mes enfants et ma femme, etc. Voilà. Dans certains moments, on peut se remettre en cause comme ça, mais ça remet en cause des économies psychiques, morales, tellement profondes. Enfin, c'est les modes d'organisation de sa vie et de sa famille, etc., qui sont tellement... voilà, que c'est difficile. Sur la question de la construction de la preuve, qu'est-ce que l'enquête apporte dans la construction de la preuve? Ce que je disais au début, moi je crois au fait que l'une des missions qu'on a en tant que chercheur de service public en SHS, c'est de fournir des récits avec notes de bas de page, on va dire, fournir des récits scientifiques, on va dire, donc pas des récits littéraires, mais des récits où il y a des notes, où chaque fois qu'on dit une phrase, il y a une note pour expliquer pourquoi on dit cette phrase, sur quoi on la fonde. Parce qu'on a besoin de récits dans différentes circonstances, par exemple dans les procès en justice. Après, je ne crois pas que ça soit déterminant dans la suite des procédures, parce que le problème n'est pas la preuve en fait. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, tous ces risques, ce n'est pas des nouveaux risques, je vous parlais des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont connus depuis longtemps. Mais voilà, encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des cancers à cause du benzène dans les ateliers automobiles, du plomb, voilà. Tout ça on connaît depuis tellement longtemps. Et c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas du tout... la preuve, on l'a. Après, en France par exemple, on a un problème sur qu'est-ce qu'on fait de la preuve, c'est quoi les procédures. Et on a un droit pénal totalement inadapté à tout ce type de maladie. Parce que le droit pénal en France, il faut montrer que, par exemple dans le cas de Christian Cervantes, il faut montrer que si il n'avait pas travaillé à la mairie de Givors, il n'aurait pas eu son cancer. En gros, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de procès pénal possible dans l'état actuel du droit pénal. C'est impossible à montrer, puisque toute la connaissance qu'on a sur le cancer, c'est une connaissance statistique. On peut dire une cohorte de tant de personnes qui est exposée à tel produit, par rapport à une cohorte qui n'est pas exposée, ils vont avoir 300 cancers en plus. Mais on ne peut pas dire qui va l'avoir.
On ne peut pas dire qui parmi tous les gens qui ont eu un cancer du poumon l'ont eu à cause du travail et pas à cause d'autre chose. Et donc à partir du moment où on ne change pas le droit pénal pour introduire des choses qui permettent de prendre en compte cette vérité statistique, ce qu'ils ont fait en Italie. En Italie, ils ont ça. Il y a eu différentes démarches, c'est pour ça qu'il y a des procès au pénal qui ont abouti en Italie. Ils ont dit par exemple, on arrive à prouver que cette usine d'amiante, elle a entraîné la mort de 300 personnes ou de 2000 personnes. Voilà. On ne peut pas donner le nom de ces personnes, mais on est sûr qu'il y en a à peu près 2000. Voilà. Donc il y en a à peu près 2000, plus ou moins 3, et on ne connaît pas leur nom. Ben, est-ce que ça suffit pas? Est-ce qu'on est vraiment obligé de savoir le nom de la victime pour pouvoir dire qu'il y a eu le crime? Et est-ce que l'enquête continue? Ben, bien sûr, j'ai toujours des nouvelles des mobilisations des verriers. Vous pouvez aller sur le site de l'association des verriers, qui est toujours animé par Laurent Gonon, où il y a des communiqués qui sont mis en ligne, etc. Après, le temps de la justice, c'est un temps extrêmement long, extrêmement lent. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans les verries en activité aujourd'hui. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'étais allé dans une verrie dans le nord de la France avec des délégués syndicaux où ils voulaient lancer une mobilisation sur la question de la santé. Mais c'est très difficile en fait. C'est-à-dire que là, c'était une verrie qui avait été sous un régime paternaliste pendant très longtemps et puis tout à coup qui venait d'être achetée par un fonds de pension. Et ils n'avaient aucune tradition de mobilisation collective parce que tout se négociait avec le patron avant. Et là, ils se rendaient compte que dès qu'ils disaient « mais cette machine elle est dangereuse », leur nouveau patron leur disait « bon bah c'est pas grave, on l'enlève et on vous met en chômage technique ». Et alors chômage, oui, en chômage technique. Et que donc en gros, le fonds de pension, il n'avait pas l'intention de rester actif très longtemps dans cette verrie et que les machines étaient déjà hypothéquées. Ils avaient mis des étiquettes sur les machines en disant cette machine est la propriété de tel autre fonds financier, etc. Donc c'est de ce côté-là que je me demande qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet dans les verries en activité aujourd'hui. Mais je suis pas sûr. Je suis pas très optimiste sur le. Enfin, plutôt voilà. Je crois pas au fait qu'on écrit un livre de sciences sociales et qu'il y a tout qui change. Voilà. Mais par contre, voilà, c'était plutôt consigner cette histoire pour qu'au moins elle existe quelque part. Les verriers, quand j'ai fait des signatures de livres, etc., où ils m'ont parlé du livre, il y en a, ils l'utilisent comme une sorte c'est pour la mémoire de quelqu'un dans leur famille, etc. Voilà, ils disent bah ça, je relis ça pour me rappeler de mon père, voilà, ce genre de choses. Mais après, est-ce que ça a un effet tout de suite politique? Malheureusement, je suis moins optimiste. Merci Pascal, merci Eve.